Bon midi, bon après-midi tout le monde. Bonjour le Salon du Livre. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui, cette semaine, avec vous autres. Puis, je vais arrêter de me balancer sur ma chaise, là. Attendez. Je vais, je vais l'avoir. C'était comme le risque en choisissant ces bancs-là. Aujourd'hui, on accueille Samuel. Arrête de te balancer sur ta chaise, sinon je vais la taper. Ça arrivera pas. Ah ben, tu vas pas t'aimer à la caméra après. Sinon, ça va être ça. Ah, ça, c'est mieux. C'est mieux. On peut le couper au montage. C'est ça. Aujourd'hui, Samuel vient nous parler de sa démarche artistique, entre autres, mais surtout de la partie de sa démarche où il utilise le récit personnel comme levier ou comme outil de changement social. Samuel, est-ce que je te laisse t'introduire avant de dire comment je t'ai rencontré? Oui, parfait. Je vais m'introduire. Je m'appelle Samuel. J'utilise le pronom YEL, les accords masculins. Je suis une personne trans non-binaire. Et mon travail dans la vie, c'est de faire de la chanson. Donc, j'écris des chansons, je fais des albums, des spectacles. Et j'utilise mon vécu, en fait, dans mon art, comme à peu près tous les artistes. Mais j'aime beaucoup expliquer les choses. Donc, je me retrouve à faire beaucoup d'éducation publique autour des enjeux queer et trans. Et voilà, j'utilise mon micro pour faire des chansons et des discours. Bravo! Si vous l'avez sûrement manqué, mais Samuel était sur la scène de l'Agora hier, non pas hier, avant-hier, puis c'était magique, magique. Comme on parle de récit personnel, je voulais vous raconter une histoire personnelle, l'histoire de comment j'ai rencontré Samuel. Samuel puis moi, on n'a pas le même souvenir de notre rencontre. Moi, mon souvenir, c'est... on se connaissait déjà, mais je sais pas pourquoi ça m'a pas marqué avant. Mais c'est vrai, c'est pas la première fois qu'on s'est croisés, mais la première fois qu'on a comme... Le moment où on est devenus des amis. Oui, c'est ça. J'admirais beaucoup Samuel. La première fois que j'ai rencontré Samuel, c'était un show de Kathleen Hanna, le Tigre, une des... De Julie Ruins. C'était le Julie... Ah, tu te souviens, c'est ça, Julie Ruins. Kathleen Hanna, c'est une des femmes qui était derrière les Riot Girls. Je me trompe-tu, Sam? Non, tu te trompes pas. C'était à l'époque, puis c'est une grande idole et tout ça. Puis j'arrive là, puis il y a quelqu'un qui est dans la foule, puis qui prend toute la place, on dirait, mais son énergie déborde de partout. Ça m'attire comme une lumière. Puis c'est Samuel. Puis Samuel, il m'a pas parlé ce soir-là, mais moi, j'étais comme, je veux être son ami. Puis on est devenus amis. Puis à un moment donné, j'ai commencé à participer aux zines collectifs de l'Attaque. L'Attaque est derrière moi en ce moment. C'est lui. Ça fait 7 ans, 8 ans avec la coopérative Coup de Griffe qui accueille aujourd'hui l'Espace Zine. Puis ils m'ont dit « Ah, Jessica, si tu veux publier un texte, libre à toi. » Puis je savais pas quoi faire. J'ai décidé d'interviewer quelqu'un que j'admirais. Puis j'ai interviewé Samuel. Ça l'a viré. J'ai demandé à la shop. La shop, c'est un espace communautaire, autogéré. Et on a bu beaucoup de bière. Puis on est devenus des amis. Puis on a tombé en bas de nos chaises en se racontant des choses. On a parlé 3 heures. Ah oui, j'avais 3 heures d'enregistrement que j'ai dû condenser en 2 pages. Ça a été tout que de la job. Samuel répétait beaucoup une phrase superbe que je lui ai volée. D'ailleurs, je la dis tout le temps. Je l'ai dit en entrevue. C'est magique. C'est magique. Il arrêtait pas. Ah, puis là, je fais ça, puis c'est magique, puis je monte sur le stage, puis c'est magique, puis je parle aux gens, puis c'est magique. Puis là, ben maintenant, je le dis en entrevue, donc c'est noir sur blanc dans le devoir. C'est magique. Voilà. Puis il m'avait demandé de couper ça parce qu'il aimait pas cette expression-là. J'ai été obligée de la couper dans l'entrevue. Voilà comment on s'est rencontrés. Samuel, j'ai des questions. J'ai plein de questions pour toi. Premièrement, pourquoi... Je sais pas si c'est... Pourquoi... Je vais en sauter une. Okay. Pourquoi le... Ah, je peux pas. Je peux pas, ça marche pas, mon pacing. OK, c'est ma première entrevue, hein? Live, là, puis tout, là. Depuis la shop. Ben la shop, c'était enregistré, puis j'ai fait pas mal de montage, si tu te souviens bien. En fait, c'est ça, je veux te demander pourquoi le changement social. Puis j'aime vraiment beaucoup comment tu parles de révolution dans ton livre. Fait que je veux que tu m'en parles de même. C'est ça que je veux. Ben pourquoi je veux du changement social? Oui.
Parce que le monde va fucking mal. Parce que j'ai l'idée très radicale que tous les humains méritent d'avoir leurs besoins répondus. Donc, c'est pour ça. Mais je pense que c'est juste un sens inné de la justice qui vient avec mon neurotype. Mais la révolution... En fait, ça, c'est un livre-album. C'est 12 chansons avec 12 textes. Les textes approfondissent les thèmes des chansons. Puis la ligne directrice, pour moi, c'est la révolution. C'est la transition de genre, mais c'est la révolution. Puis ce que j'explique là-dedans, c'est que la révolution, c'est à tous les jours. Les plantes qui poussent dans notre jardin, la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est toutes des révolutions. En fait, la révolution, c'est un changement. Puis faire la révolution, pour moi, c'est de poser des gestes qui vont dans la direction où je veux voir le monde aller. Fait être le changement qu'on veut voir dans le monde, basically. Mais pour moi, faire la révolution, c'est aussi dans le quotidien. Parce que il n'y a pas une révolution qui est un seul moment. Oui, il y a des moments charnières dans des révolutions, genre une révolte particulière ou des têtes qui tombent ou des choses comme ça qui marquent vraiment beaucoup. Mais une révolution, c'est jamais un moment. C'est une période de temps. C'est une période de changement. Puis le changement politique et social vient du changement intime. Puis on a besoin les uns des autres pour faire la révolution. Puis pour pouvoir être ensemble puis travailler ensemble, il faut travailler sur nous-mêmes aussi. Donc, l'idée, c'est que la transformation intime influe la transformation sociale qui change le monde, finalement. Puis, fait que c'est ça. Fait que la révolution est partout, puis il n'y a pas de gestes trop petits, en fait. Parce que souvent, nous, les gens de gauche, on a tendance à toujours vouloir en faire plus. On n'en a jamais fait assez parce qu'on ressent beaucoup de choses puis on a envie de changer les choses. Mais en fait, si tout le monde qui a envie de changer les choses fait un petit affaire, à la fin, ça fait une grosse affaire. T'sais? Puis, tu peux pas te battre quand tu es épuisé non plus. Fait que ça sert à rien de s'épuiser pour le changement. Je pense que des petits gestes constants sont plus efficaces qu'une manif, mettons. Mais les manifs sont importantes aussi. C'est un écosystème. On a besoin les uns des autres, on a besoin de toutes. Moi, j'ai un garçon de 17 ans qui est comme prêt à faire la révolution, puis qui est un peu comme moi j'étais quand j'avais 17 ans, c'est-à-dire très, très combatif, très genre comme, mais non, mais c'est important de toujours dire ce qu'on pense, puis de toujours se battre. Puis je comprends, mais ultimement, pour vraiment changer les choses, on a besoin de tous les types de personnalités. On a besoin des gens qui sont peacemakers. On a besoin des gens qui sont capables de faire semblant qu'ils aiment quelqu'un devant eux autres quand ils l'aiment pas, parce que des fois, on a besoin de quelque chose de cette personne-là. T'sais. Fait que je pense qu'il n'y a pas de personnalité ou de geste qui ne soit pas important. T'sais, je pense qu'il est important, c'est de toujours aller dans la direction, en fait, de nos valeurs. Puis c'est ça qui est difficile en ce moment, c'est de choisir nos valeurs over la paix sociale, over le confort. Fait que je pense que la révolution, elle est dans tout le monde, en fait. Merci. C'était ça que je voulais. Samuel, toi, tu as choisi, il y a plein d'avenues possibles pour justement mener ce changement-là, cette révolution-là. Toi, tu as choisi, entre autres, d'utiliser le récit personnel dans ta démarche artistique. Dis-moi pourquoi. La vraie réponse, c'est que j'ai pas de filtre. Fait que je sais pas faire autrement que de me mettre à nu. Mais en fait... dans ma propre construction de mon identité de genre, le récit de d'autres personnes ont été vraiment importants. J'ai été capable de me reconnaître mon expérience dans la vie puis le vécu des autres. Puis c'est tout en anglais. Moi, les modèles que j'ai eus pendant ma transition, c'est tous des gens qui sont anglophones. Donc, je me suis dit, moi, je pourrais, si je parle de ma transition puis de mon genre en français, je peux servir de modèle à d'autres personnes qui se questionnent, puis qui se cherchent, puis qui cherchent des modèles. Mais aussi, l'impact de parler de moi de façon vulnérable, puis de mon expérience de façon humaine, c'est d'humaniser les enjeux trans. C'est beaucoup plus difficile d'être OK avec la violence transphobe quand on voit les personnes trans comme des humains. Puis c'était un peu ça ma job. T'sais, moi, je vais beaucoup plus dans des lieux normatifs, pas dans des milieux queer, en fait. Puis je viens me présenter. Puis en fait, ma stratégie, c'est toujours d'être cute, d'être drôle, de commencer avec des trucs, des histoires d'amour, puis là, comme pogner le monde. Puis là, ils sont engagés dans mon histoire. Puis là, boum, je leur raconte que je suis trans, puis je leur explique que c'est pas facile. Puis
c'est beaucoup plus facile d'être... c'est comme ça que je gagne leur empathie, en fait. Beaucoup plus comme ça que en expliquant les termes ou en étant comme professeur avec les gens. C'est en les laissant entrer dans ma vie, je leur donne un in sur les enjeux, mais de façon humaine. Puis je pense que c'est ça beaucoup qui manque. Puis en fait, c'est l'outil de pression ultime, c'est de déshumaniser un groupe. Donc, en racontant mon histoire, en laissant les gens entrer dans mon expérience, j'humanise les enjeux trans. Fait que c'est ça les deux, pour moi, grands volets du récit personnel comme changement, c'est d'être un modèle pour les gens et d'humaniser les enjeux. Tu parles de ton expérience sur scène, puis c'était comme ma prochaine question, fait que tu as déjà répondu. Mais j'aimerais ça que tu nous... Parce que, en fait, moi, j'allais avec Samuel, avec son... Pas cet album-là, mais l'autre album d'avant. Je suis allée un peu faire la merch après les shows, parler avec les gens. Puis, un truc qui m'a toujours impressionné, en fait, de Samuel, c'est sa capacité à aller, justement, vers des gens qui sont différents, disons, que la gauche, que le monde queer, puis de s'adresser à des gens, tu sais, pour moi, qui, par exemple, ressemblent à d'où moi je viens, ma famille, mes oncles, mes tantes. Moi, je viens de la région très conventionnelle. Il y a des régions moins conventionnelles que d'autres, mais c'est pas de là que je viens. Puis ça m'a toujours impressionné que tu ailles à la rencontre de ces gens-là, que tu arrives à les toucher, puis qu'ils soient vraiment contents d'avoir un discours alternatif. On dirait qu'il y a une recherche de ça, mais j'aimerais ça que tu me racontes un peu des exemples de rencontres que tu aurais fait après des shows avec des gens qui... Je sais que les gens, ils viennent te voir pour te remercier après. Puis... Oui, il y a eu beaucoup de beaux moments, mais je pense que le moment qui m'a le plus marqué dans toute ma carrière puis qui, pour moi, a donné le plus de sens à ce que je fais, c'est... l'autre album d'avant, il y avait une tune qui passait à la radio, dans les radios commerciales. Puis on est allé jouer, genre loin. Je me souviens plus c'était où. C'était genre comme dans le bout du Saguenay. Là. On a fait vraiment beaucoup de routes. C'était vraiment loin. Puis il y a une gamine qui est venue me voir après le show. Puis elle m'a dit, moi, je travaille dans la ferme laitière avec mon père. Puis il y a comme personne de queer autour de moi. Mais quand j'ai entendu ta toune à la radio, j'ai été capable de m'en servir de ta toune qui passait dans l'étable pour expliquer à mon père qui j'étais puis comment j'étais puis que c'était quoi mon expérience. T'sais. Puis pour moi, ça, c'est exactement ça. C'est le plus beau... C'est la plus grande paye, pour moi, c'est ça. C'est que cette personne-là a utilisé ma chanson pour expliquer elle était qui à son père. Puis c'est pour ça aussi que je cherche la diffusion plus large puis plus commerciale, parce que c'est pas nous, entre queer, qu'on a besoin d'entendre ça le plus. Oui, on en a besoin d'en entendre, mais c'est d'aller chercher les gens qui sont queer, mais qui n'ont pas d'entourage, qui se sentent vus. Puis en racontant mon histoire, c'est généralement comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup aussi de personnes, soit qui ont des personnes trans dans leur entourage ou qui sont trans puis qui savent pas coming out, qui viennent me voir pour me remercier parce que pendant 1 heure, pendant le temps du spectacle, ils se sont pas sentis toutes seuls. Puis aussi, c'est que je dédramatise l'expérience trans parce que mon angle par rapport à ça, c'est que c'est ma joie trans est un acte de résistance. Donc, puis c'est un angle qu'on prend pas d'habitude, genre, les récits trans, c'est toujours la douleur, le drame, la violence. Mais on n'est pas juste ça. On n'est pas juste des victimes d'actes violents. On l'est, énormément. Mais on est aussi des personnes qui ont tout fait pour retrouver leur joie, puis qui se sont choisis, puis qui ont choisi de s'aimer malgré tout. Puis c'est ça que j'exude en spectacle, puis ça nous fait du bien. Fait que les gens qui n'ont pas accès à la communauté ont au moins accès pendant 1 heure à un spectacle où ils se sentent reconnus, ils se sentent vus, puis aussi, ils peuvent se voir vieillir, genre. Tu peux te projeter à avoir un travail, un métier où tu peux être toi-même, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Oui, exactement. Moi, ça m'a marqué justement en spectacle à la fois comment Samuel peut parler, surtout le dernier show, là, celui qui est en tournée en ce moment, à la fois comment d'un côté Samuel peut parler de sujets tellement lourds que ça se ressent aussi dans les chansons, mais quand tu es dans la salle, tu as juste envie de danser avec lui. Puis c'est réussi. C'était un grand défi. J'essaie de faire une balance entre je veux que tu saches qu'on vit vraiment de la violence, mais après ça, je te pars une toune qui va te donner envie de faire ça. C'est juste parce que
C'est ça, j'ai pas envie de mettre le point juste sur le drame, mais je peux pas prendre un micro sans dire « Hey, gang, yo, on mérite l'amour. » Ouais. Exact. Samuel, on parle beaucoup de toi sur scène, mais tu es aussi bénévole pour le Gris Montréal. Veux-tu nous en parler? Oui, le Gris Montréal, ben un peu moins depuis que j'ai quitté Montréal, mais le Gris, c'est un organisme qui existe depuis 30 ans, puis qui font en fait, de la démystification d'identité de genre puis d'orientation sexuelle, puis c'est comme, on est formé pour faire ce qu'ils appellent des interventions, c'est-à-dire on va dans des classes, généralement au secondaire, toujours 2 intervenants avec des vécus différents. Puis en fait, on se présente, puis après on répond aux questions des jeunes. Fait qu'on est formé pour répondre, puis il y a comme des rondes de pratique régulières pour apprendre à répondre à tous les genres de questions. Puis encore une fois, humaniser l'expérience gay ou trans devant les jeunes. Puis il y a beaucoup de bénévoles du Gris qui ils ont reçu des gens du Gris dans leur classe quand ils étaient ados, puis ça a changé leur vie, fait qu'ils ont eu envie de participer. Fait que c'est quelque chose... En fait, c'est en étant avec le Gris que j'ai compris le pouvoir du récit personnel, de voir les faces changer, tu sais, de voir les gens comprendre, ouvrir, puis nous voir comme des gens, là. Fait que c'est un peu le Gris qui m'a donné le oomph de faire ça un peu plus intentionnellement, en fait. Puis là, on est là au Salon du Livre de Montréal. On parle de scène, on parle de musique, on parle pas de livre. Samuel, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Une paillette dans l'engrenage. C'est moi l'éditrice. Hey. Je suis vraiment contente de vous présenter ce livre-là. Dans le livre, il y a un peu de tout, mais aussi des anecdotes. Je sais pas comment poser cette question-là. J'ai juste envie que tu me parles de ton livre, Sam. Parle-moi de ton livre. Parle-moi de ton livre. Mon livre, en fait, c'est... Mon objectif avec ça, c'est de faire un outil à la fois éducatif et entertaining. Puis justement, il y a des textes qui sont plus comme techniques, genre c'est quoi le queer, je t'explique c'est quoi le queer, mais des textes plus vulnérables, genre je t'explique la première fois que j'ai vu mon corps après ma chirurgie, qu'est-ce que ça m'a fait. C'est ça, fait que c'est à travers tous les thèmes des chansons, je vais explorer c'est vraiment soit des essais ou soit des récits. Fait que ça va du truc comme très scolaire au truc très, 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 très intime, puis les deux se mélangent vraiment beaucoup. Puis c'est juste à l'image de comment je fonctionne dans la vie. Tu sais, je pense que d'être juste à expliquer des mots, c'est pas aussi efficace que dire c'est pas important que tu comprennes les mots, ce qui est important, c'est que tu respectes les mots que je choisis. Et c'est ça. Fait que c'est un peu l'angle que j'ai pris avec ce livre-là. Aussi, avec l'autre album d'avant, c'est sorti pas longtemps après que Cœur de pirate ait fait son coming out queer. Fait qu'elle a juste dit « je suis queer », puis après ça, elle est partie, puis elle a pas répondu à aucune question. Fait que là, les médias, ils étaient comme « c'est quoi le queer? C'est quoi le queer? » Puis moi, j'étais comme « ben, moi, je suis queer ». Fait qu'ils m'ont comme... J'ai été comme le queer de service pendant un bout dans les médias, puis on me posait toujours les mêmes questions. Fait que je me suis dit « je vais répondre à ces questions-là dans un livre ». Comme ça, au prochain round d'interview, lis le livre. Quand tu auras des questions sur la base, là, on va pouvoir comme parler pour vrai, parce que je trouvais ça juste épuisant de toujours répéter c'est quoi le queer, puis aussi, c'est comme je peux pas, moi, en tant qu'une personne, t'expliquer c'est quoi le queer, c'est un mouvement, tu sais. Fait que c'était un peu ça l'objectif du livre aussi, c'était de créer un outil de base pour que tu aies les réponses de base pour qu'on puisse pousser la conversation un peu plus loin. C'est aussi un outil pour mon oncle, ma tante qui veut bien faire puis qui a envie de t'accepter mais qui comprend pas trop comment. Une paillette dans l'engrenage, et voilà. C'est très, 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 très accessible. C'était aussi ça que j'avais en tête parce que beaucoup de littérature queer, c'est terriblement académique. C'est très, très, très brainy. Puis en fait, j'avais envie de rendre ça accessible. Fait que c'est comme des phrases qui sont courtes. C'est des trucs qui sont... Ça se lit très, très bien, en fait. Ça se lit comme si Samuel te parlait. Comme je l'ai entendu en lecture. Je t'avais pas entendu le lire avant jeudi soir. Puis c'est ça. C'est écrit comme Samuel te parle. C'est vraiment génial. Dans le livre, Samuel, tu parles beaucoup de queer. Je sais que le sujet est super important pour toi, mais tu parles aussi de santé mentale, de burn-out, d'enfance. Puis moi, c'est ce qui m'a vraiment touchée avec ce livre-là, c'est que c'est pas...
on est des personnes complexes et complètes, avec des histoires toutes différentes. Puis ça paraît vraiment dans ton livre, puis ça peut vraiment aller chercher tout le monde, ce livre-là. Comme je dis dans le livre, Merci. d'un bout à l'autre du spectre des orientations sexuelles et d'identité de genre, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous distinguent. On a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous différencient. Puis une expérience humaine. Puis c'est ça que je dis, c'est que moi, je raconte ma transition de genre, mais il y a plein d'événements dans la vie qui sont difficiles à accepter, difficiles à dévoiler, difficiles à célébrer. C'est pas... Fait que tout le monde peut se dire « Ah ouais, comme je comprends ça, l'anxiété. Ah ouais, je comprends ça, avoir de la misère à dire quelque chose. » Il y a plein de moments, il y a plein de coming out dans la vie. T'sais, c'est pas tout le temps juste les orientations sexuelles et les identités de genre. Puis encore une fois, humaniser les enjeux, c'est ça. C'est de montrer que c'est une expérience humaine comme un autre. Un moment de transformation. Tu veux-tu nous raconter comment tu as écrit la toune Anxiété? Anxiété High. Il y a une chanson qui s'appelle Anxiété High, puis en fait, je me suis dit... Parce qu'en fait, l'anxiété, c'est un peu un trip de drogue que tu n'as pas choisi de faire. Fait que je me suis dit, si je prenais l'anxiété comme si c'était un trip de drogue, puis c'est ça, genre, c'est ça la toune, c'est ça dans cette idée-là que j'étais, genre, comme si j'étais buzzée, mais sur l'anxiété, genre. Ou la peur. Puis la peur. La peur. Il y a une tune qui s'appelle La peur. C'est en fait mon histoire, c'est que j'ai commencé à faire de la musique très jeune, mais à 26 ans, ma carrière commerciale a décollé. J'étais déjà quand même dans un état d'épuisement, mais après ça, s'en est suivi 2 années de tournée vraiment, vraiment intenses. Puis j'ai pris une année sabbatique en 2019, qui était un drôle de timing. Elle a duré combien de temps, ton année sabbatique? 3 ans. Mais fait qu'après ça, après avoir déposé ma guitare à la fin de la tournée, j'y ai pu retoucher pendant vraiment longtemps. Puis avant, mes albums naissaient de j'ai plein de tunes, je suis prêt à les enregistrer, ça y est, on fait un album avec. Mais pour cet album-là, j'avais pas de tunes. Fallait que je m'assoie puis j'écris des tunes intentionnellement, puis c'était comme vraiment nouveau pour moi. Puis la première fois que je me suis assise puis j'ai ouvert mon cahier, j'ai écrit j'ai peur de pas être à la hauteur. Puis là, j'étais comme bon ben je vais en faire une tune pour l'exercice, juste pour me rappeler que je sais écrire des tunes. Puis finalement, c'est super catchy. Puis c'est ma blonde qui est comme non, cette tune-là, elle reste dans le démo. Parce que j'avais un démo de 15-17 tunes, puis il en est resté 12. Puis là, au début, je voulais même pas la mettre sur le démo. Puis ma blonde est comme non, c'est trop catchy, faut que tu mettes ça sur le démo. Puis là, finalement, mon band était comme non, c'est trop catchy, faut qu'on la fasse. Fait qu'elle s'est retrouvée sur l'album. Mais pour moi, c'était un exercice. C'était pas vraiment une tune, mais il y a quelque chose de, tu sais, c'est vraiment up-tempo, puis genre quasiment barbershop, mais ça dit que j'ai peur de tout. J'ai peur que les glaciers fondent, que tout le monde meure. J'ai peur. Fait que c'est un peu la dualité de l'album. Le reste suit un peu. C'est des textes qui abordent des trucs un peu lourds, mais la musique est super entraînante. Exact. Nous, Samuel, on se connaît parce qu'une des premières choses qu'on a faites ensemble, pas une des premières. C'est le zine de l'attaque, c'est ça. On en a déjà parlé, mais on a fait d'autres zines ensemble. Tu as fait ton premier album, c'était un zine-album. Oui. On a fait le zine ensemble, le consentement. Veux-tu nous raconter pourquoi on a décidé de faire un zine avec ça? Parce que je me souviens plus de la démarche précise, mais c'était comme c'était tellement clair que le consentement, c'est comme la base de tout. C'est comme, il n'y a pas un mouvement social, il n'y a pas un changement social, il n'y a pas une interaction sociale qui n'a pas besoin de consentement à la base. Que, en fait, le sexisme, le racisme, c'est toute une absence totale de consentement. Fait qu'on s'est dit, on a eu envie encore de cibler les gens qui sont pas déjà en réflexion sur le consentement. Ah oui, je me souviens, on voulait parler aux bons gars. Aux gars qui sont comme moi, je suis un bon gars, je fais pas partie du problème. Penser que tu fais pas partie du problème, ça fait partie du problème. Fait qu'on voulait faire quelque chose de très accessible, faire une introduction, on a appelé ça Consentement 101. Fait que c'est vraiment une introduction au consentement. Je pense qu'on ouvre en disant, des fois on explique c'est quoi une agression sexuelle, puis on se fait dire « Ah, mais c'est ça, c'est une agression sexuelle, j'en ai vécu toute ma vie. » T'es comme « Et voilà. » Mettons d'un point de vue de... Moi, c'est des gars qui m'ont dit beaucoup ça. Moi, ça m'arrive tout le temps qu'une femme, elle me pogne le cul pendant que je travaille.
ça peut pas être une agression sexuelle. Les hommes ne se font pas agresser sexuellement. Puis là, c'est comme, OK, non, il faut qu'on réponde à ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je me souviens, pour ce zine-là, ce qui m'avait convaincu de le faire, c'est que justement, je suis allée à un show de Samuel, puis après le show, tout le monde est venu voir Samuel parce que Samuel parlait de consentement sur le stage. Il a fait une chanson qui s'appelle Dis-moi, qui est géniale d'ailleurs. Super sexy. C'est vrai, hein? En fait, c'est ça. Les gens venaient te voir après. J'avais comme une période, j'ai écrit une toune sur le consentement, puis en présentant la toune, j'expliquais les piliers du consentement. Puis en fait, c'est qu'on est allé chercher ce que je racontais sur scène. Exact. Puis on a mis ça dans un zine. Exact. Avec des témoignages qu'on était allé chercher. Ah, c'était ça. C'était mon témoignage, puis ton témoignage. Ouais. Je sais pas supposé le dire. C'était nos témoignages. mais oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais je me faisais souvent dire que mes shows, c'était à moitié une conférence, à moitié un show. Puis un des sujets que je voulais vraiment toujours parler, c'était le consentement. Puis pour expliquer le consentement, j'expliquais les piliers du consentement, puis je donnais des exemples. Puis les gens étaient comme « Wow, c'est tellement comme accessible, comment tu l'as expliqué, genre, je peux-tu l'avoir, genre, en papier? » Puis la raison, en fait, je pense, pour moi, où j'ai commencé à m'intéresser au récit personnel, c'est avec ce zine-là. On a écrit sur papier les piliers du consentement. Puis on voulait s'adresser aux bons gars, tu sais. Puis on s'est rendu compte en faisant le zine, en discutant que, on a déjà été le bon gars. Ça m'est arrivé, moi, de pas respecter le consentement de quelqu'un parce que je savais pas c'était quoi. Puis je pensais pas que les filles, ils pouvaient des fois pas respecter le consentement, genre. Que les gars, ils voulaient tout le temps baiser. Puis j'en parle dans le zine, tu sais, de ça. Je l'ai pas signé, mais c'est moi qui l'ai écrit. Puis... ouais, je pense que c'est important aussi de reconnaître justement que nous aussi on fait des erreurs. Faut commencer par là. Puis que nous aussi puis qu'on peut la raconter notre histoire, puis ça donne le droit aux autres d'avoir leur histoire aussi, j'ai l'impression. Il y a personne qui est juste une bonne personne ou une mauvaise personne, ça n'existe pas. On est toutes des personnes qui font des bons et des moins bons coups. Puis il n'y a pas personne ici qui a pas commis un acte non consentant dans sa vie. C'est comme pratiquement impossible. Notre structure sociale est basée sur l'absence de consentement. Donc, c'est comme on baigne là-dedans. Là. On baigne dans une culture où le consentement, c'est inexistant. Donc, rentrer le consentement dans ton conscience, ça implique aussi accepter les fois où toi, tu n'as pas été la meilleure personne. Puis, être capable aussi de te défendre quand ça t'arrive. Mais c'est un angle qu'on oublie beaucoup dans le consentement, c'est qu'on n'est pas juste des victimes. C'est quelque chose qui se perpétue. Puis on a tendance à faire ce qu'on nous a fait, en fait. Mais oui, je pense que c'est un des piliers du consentement, c'est de faire le ménage dans ce qu'on nous, on a fait. Puis comprendre à quel point il y a des agressions à tous les jours, à tous les niveaux, tout le temps. C'est pas correct. C'est pas parce que c'est commun que c'est correct. Tu veux-tu nous la raconter, ton histoire? Mon histoire à moi? Oui, OK. Soyons vulnérables pour faire changement. Quand j'étais kid, j'avais 15 ans, j'étais dans un band avec 3 filles. Puis après un show dans un party, la drummeuse, elle m'a ramassée, elle m'a tirée dans un coin sombre, puis elle m'a frenché. J'ai vraiment aimé ça, vraiment beaucoup. Que à chaque fois que je l'ai revue après, j'essayais de recommencer, mais ça y tentait moyen, genre. Mais je le voyais pas parce que c'est elle qui avait fait les premiers pas la première fois. Pour moi, c'était comme un genre, oui, on recommence n'importe quand, tu sais. Mais non, finalement, tranquillement, elle m'a évité jusqu'à temps qu'on se voit plus parce que j'avais pas compris que le consentement, ça se renouvelle constamment. Merci. Merci d'être vulnérable. Je voudrais me tourner vers vous dans la salle, vous rendre ça un peu plus dynamique. Est-ce que vous voulez poser des questions? Est-ce que vous avez des histoires à raconter? Oui, il y a juste moi qui parle, puis Sam. Oui, je pense que c'est bon. Oui? Oui. En t'écoutant, merci beaucoup. En t'écoutant, c'est ça, je réfléchissais aussi au concept là, microagression. En tout cas, je m'intéresse à cette question-là dans un autre contexte. Puis je me demandais si
qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, ce concept-là, dans ta vie? Ben, en fait, une micro-agression, c'est pas parce que c'est une petite agression ou une agression qui est pas importante, c'est juste une agression qui est commise envers une seule personne et pas une oppression systémique qui est comme inclue dans le système puis qui oppresse plusieurs personnes à la fois. Donc, on les appelle micro-agressions parce que la cible est petite, mais c'est pas moins douloureux. Puis c'est aussi la nature des micro-agressions, c'est qu'elles se répètent sans cesse. Donc, pour une personne trans, surtout que j'ai pas choisi de prendre d'hormones, donc les gens me lisent comme une femme, je me fais mégenrer tout le temps. Pour moi, ça, c'est la micro-agression que j'ai à traîner constamment, c'est d'être mégenrée tout le temps. Une fois, ça va. 15 fois, ça devient rough. Puis c'est pas toujours intentionnel. Il y a des gens qui intentionnellement me mégenrent, mais il y a des gens que c'est pas intentionnel, mais ça fait pas... C'est pas moins comme douloureux puis difficile puis genre lourd aussi, tu sais. Puis plus que tu accumules les intersections d'oppression, plus que ton identité est marginalisée, plus que tu vis des microagressions et des agressions systémiques sans cesse. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand on n'a pas une identité marginalisée parce qu'on ne le voit pas, parce que ça ne nous affecte pas, mais c'est partout, à tous les jours. Les microagressions, c'est... ça vient avec le capitalisme. Je pourrais ajouter un peu là-dessus. Moi, ma manière à moi de comprendre la microagression, j'utilise beaucoup la définition de la CNESST du harcèlement. Il y a le harcèlement qui sont des harcèlements graves, une agression sexuelle, une agression physique, une bataille, des choses comme ça. Mais il y a aussi, selon la définition, une accumulation d'actes par une personne. Donc, la personne, elle va constamment dénigrer, elle va insulter devant les collègues, elle va faire des commentaires sexistes, sexuels. Puis ça peut être des petites choses, mais une fois que ça s'accumule, ça devient gros, puis c'est considéré dans la définition du harcèlement. Ce qui arrive avec les micro-agressions, c'est que c'est pas une personne contre une autre personne, c'est que c'est un groupe de personnes contre un autre groupe de personnes qui s'accumulent. Fait que, ben oui, faire une joke sexiste sur les femmes, bon, c'est une joke. Passe au suivant. Mais les jokes sexistes sur les femmes, on en entend à tous les jours. On en entend. Toutes les femmes en entendent. Il y en a dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales. Il y en a partout. Puis, c'est ça qui devient lourd. C'est ça qui devient agressant, qui devient la source de harcèlement puis d'épuisement moral aussi. Puis, ce qui est important de dénoncer, c'est que, pris isolément, bon, on dit toutes des niaiseries des fois, là, mais c'est que ça s'accumule, c'est ça. C'est là qu'on parle de microagression. Je vais rebondir sur la joke, parce que c'est jamais juste une joke. Parce que quand tu fais une blague raciste, sexiste, homophobe, tu crées un espace où c'est correct d'être raciste, sexiste, homophobe. Fait que même si toi, personnellement, t'as pas envie de péter la gueule à quelqu'un qui a envie de péter des gueules va se donner le droit de le faire si les jokes sont jamais confrontés, il y a jamais personne qui stoppe le truc. Donc, quand tu fais une joke sexiste, tu nourris le sexisme. Puis le sexisme, c'est un écosystème immense. Puis c'est pas parce que toi, personnellement, t'as pas physiquement fait mal à quelqu'un que ta joke fait pas mal. Parce que ta joke rend le sexisme OK, rend le racisme OK, puis ça rend les personnes... Ça donne la place aux gens qui ont envie de te faire mal à te faire mal. Fait que c'est jamais, jamais, jamais juste une joke. C'est important d'interrompre ces choses-là sans cesse. Si tu sais pas quoi dire, parce que des fois, on sait pas quoi dire, non. Juste dire non. Non. T'es pas obligé de t'expliquer, mais là, tu viens de résister. Tu viens d'interrompre ce qui vient de se passer. Tu sais, puis c'est beaucoup plus facile quand t'es pas la victime de l'agression de faire ça. Il y a une joke que Samuel a dit sur scène une fois qui m'a fait pleurer de rire. On était... Parce que quand il y a une joke pas drôle, là, qu'est-ce qu'on peut répondre? C'est juste, c'est pas drôle, OK? Mais on était deux copines à aller voir le show de Samuel. C'était au Francofolie, si je me trompe pas, sur la grande scène, un après-midi. Il y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même... Ben, ça avait l'air vide, mais c'est la grande scène, fait qu'il y avait beaucoup de monde, mais ça paraissait pas. Puis Samuel... On a eu un problème technique. Il fallait que je gagne du temps. Ça, je savais pas, mais t'as compté. Conte-nous ma joke préférée, s'il te plaît. Combien ça prend de féministes pour changer une ampoule? Ça me fait pas rire. C'est juste moi qui ris. C'est parce que c'est pas drôle, les féministes, on sait pas rire.
Delivery. La joke est bonne, je l'ai juste pas bien comptée. Ah ouais, non, ben... il y a juste moi qui la trouve drôle, je pense. Mais je la Je trouve, me je la rappelle, trouve il y a drôle à juste chaque vous fois. deux qui a éclaté de rire, puis le reste de la foule était comme... Mais c'est que les gens se sentent pas... parce que je ris des féministes, là, ils sont comme, j'ai-tu le droit de rire des féministes ou pas? Genre, ils sont super mal à l'aise, c'est très drôle, j'adore. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Je vois des gens très, très contents. Très... Ben, pas contents, mais comme attentifs, qui viennent de se joindre à nous. Écoute, j'avais comme fait un peu le tour de mes questions. Sam, veux-tu nous lire des affaires dans ton livre? J'avais des... Laquelle tu veux? Peux-tu choisir? Attends, j'avais 2 que je voulais. Pour toi, je peux bien. Mais c'est tellement... Moi, je préfère l'oral parce que je peux changer les mots tout le temps, mais une fois que je l'écris, je peux plus refaire. Puis à chaque fois que je le lis, j'ai envie de tout réécrire. Ah non, tu peux pas faire ça. Mais là, je peux plus, non, effectivement. Non, je peux pas. Ah ouais. Ben, il y a là pour toi que j'adore. Euphorie? Ah non, tu l'as lu? Non, Je l'ai lu avant hier, tu celle-là. l'as lu? Non, lis pas ça, tu l'as déjà lu, vous l'avez manqué. Mais là, pour toi, c'est bon. OK. Fait que pour la chanson qui s'appelle Là pour toi, qui est basically l'idée de t'as un ami qui vit quelque chose de rough puis tu veux être là pour ton ami, j'ai écrit un texte sur le care et ça va comme suit. On a tous la capacité... Sais-tu, ça commence là ou c'est un encadré? Ah ouais, ça commence là. On a tous la capacité de contribuer au bien-être des autres. L'important est de toujours placer les besoins de la personne ou de l'organisation aidée au centre des démarches. On discute de plus en plus de santé mentale sur la place publique. La thérapie est de moins en moins perçue comme une faiblesse et le self-care est servi à toutes les sauces. Je trouve ça génial. C'est nécessaire de parler de notre santé mentale. La thérapie sauve des vies et l'expérience individuelle et collective est assurément enrichie par la valorisation du self-care. Par contre, le fait que la plupart des problèmes qui nous poussent vers une détresse psychologique viennent des systèmes dans lesquels on vit, soit la pauvreté, discrimination, etc., ça passe en dessous du radar du self-care. Un bain moussant peut m'aider à évacuer le stress d'une journée, mais ne va pas m'aider à payer mon loyer ou à nourrir ma famille. Mes années de thérapie m'ont aidé à gérer ma transphobie internalisée, mais la transphobie de mon environnement est toujours aussi présente. On a besoin de prendre soin de nous individuellement, mais ça ne sert pas à grand-chose si on ne prend pas soin de nous collectivement aussi. En ces temps de montée de la droite et de l'individualisme, l'entraide est plus importante que jamais. Que ce soit en aidant une maisonnée avec des tâches ménagères en temps de maladie, en donnant ou en récoltant des fonds pour une personne ou une organisation dans le besoin, ou en formant une barrière humaine pour empêcher la déportation d'une personne, prendre soin et être là les unes pour les autres peut prendre une infinité de formes. Petit ou grand, chaque geste d'entraide compte. Merci beaucoup. On a les livres de Une paillette dans l'engrenage disponibles à la librairie. Le consentement, et on les a tous vendus. Je vais en imprimer d'autres la semaine prochaine, probablement. Puis voilà, les albums de Sam sont disponibles en ligne. Juste dire que la musique vient avec. Il y a un code pour télécharger les chansons. Puis j'ai mis les paroles puis les accords des chansons aussi dans le petit livre. Ils sont tous bien simples. Fait que si ça vous donne envie. Donc voici Une paillette dans l'engrenage. Merci beaucoup.